Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Droit à la parole. Cette émission qui vous amène la bonne et la vraie information, et nous l'espérons, celle qui édifie nos consciences et qui promet un développement intégral. Nous nous sommes déplacés, nous sommes donc ici dans la province du Lualaba, nous sommes dans le territoire de Lubudi, dans la cité de Bunkeya. Quand je dis Bunkeya, ça a un mot magique, ça rappelle de bonnes choses. Parce que Bunkeya fait partie de notre histoire, l'histoire des hommes vaillants, l'histoire de la résistance, l'histoire d'un peuple qui a su dire non à la colonisation, qui a su dire non à l'oppression, mais qui s'est affirmé par ses valeurs. Cette histoire s'est perpétuée. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir dans cette cité une dynastie, la dynastie de Msiri, cette dynastie qui travaille aujourd'hui au quotidien pour le développement de cette partie du pays, parce que le pouvoir n'a de sens que s'il devient un moyen par lequel le peuple a son développement. Nous sommes donc venus ici pour avoir de l'information, mais surtout pour faire parler un homme, Sa Majesté Munungu Msiri Godefroid. C'est lui qui, depuis 20 ans, est en train de moderniser cette cité et cette chefferie. Sa Majesté, merci de nous recevoir. Merci, bonjour. Je suis très heureux parce que ça fait longtemps, mais j'ai vu que Bunkeya a beaucoup changé. On sent votre main. De Boston, depuis 20 ans à Bunkeya, l'eau a coulé sous les ponts. Absolument, absolument. Nous essayons de faire de notre mieux. Il est vrai qu'au début, ce n'était pas facile de concilier où nous avons vécu et grandi, dans le Massachusetts, là-bas aux États-Unis, à Boston, et arriver dans notre milieu naturel, Bunkeya, chez les Baïké, dans le Bugalaganza. Même si les vacances sont revenues souvent, notre père nous ramenait tous les 2-3 ans et nous formait à beaucoup de choses, initiation, tambour, culture, histoire. Mais on est resté un peu presque acculturé. Et en revenant ici pour servir notre peuple, on apprend beaucoup plus tous les jours. Et surtout, la gestion de l'homme n'est pas facile. Mais c'est une expérience passionnante. L'histoire reste à raconter parce que quand on parle de Bunkeya, on est dans les passés, mais on ne faut pas revenir au passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Et ce présent est merveilleux. Nous avons assisté à quelque chose d'important et c'est la première fois que le code minier qui a été révisé est en train de donner ses retombées dans cette chefferie. Vous avez, en tant que sénateur, battu campagne pour que le code soit... Pourquoi vous avez fait ce combat? Eh bien, parce que, très simple, derrière la tête, je voyais notre intérêt en tant que population. Car en effet, depuis Sun City, le dialogue de Sun City, où nous étions tous, dans la délégation gouvernementale, il y avait des rumeurs qui auraient des facilités d'autonomie de gestion et de développement à la base. Mais depuis Sun City, donc 2003-2004, tout était bloqué. Là, quand on a appris qu'il y aurait une révision du code minier, et qu'il y aurait plus d'avantages et de droits à nous, les ETD, donc entités territoriales décentralisées. Je suis dans la commission décentralisation au niveau du Sénat, mais là j'allais même dans la commission qui traitait ces dossiers pour défendre cette loi et surtout le jour J pour voter et défendre à fond de façon à bénéficier. Et la preuve aujourd'hui, on peut commencer à entrevoir un avenir meilleur pour la population. Dans cet avenir meilleur que vous venez de parler, nous avons assisté aujourd'hui à quelque chose quand même d'inédit. Les chefs de groupement sont arrivés ici à Bunkeya. Ils sont venus de loin parce que la plus longue distance étant autour de 200 km. Ils sont venus et vous avez décidé de commencer les premiers plans d'un projet. Quel est le projet que vous avez mis en place? Ah non, ce n'est pas le premier plan. On a 5 plans simultanés. Le premier, si, comme vous le dites, c'est faciliter l'itinérance et la mobilité des chefs de groupement. Le deuxième, c'est l'éducation. Ici, nous sommes sur l'Institut supérieur technique Msiri pour le développement et la formation des jeunes gens pour l'avenir. Le troisième, c'est l'eau potable, les puits d'eau que nous allons dans tous les groupements et partout. Le quatrième, c'est l'électricité. Et le dernier, c'est le cimetière royal du Mounema. Là repose Msiri et nos pères. Alors aujourd'hui, vous avez quand même posé l'acte de remettre au chef de groupement les véhicules. Bon, on va se demander, mais d'où vient cet argent? Eh bien, des redevances minières. Aussi simple que ça. Non, en effet, c'est un vieux projet qui nous permet, avec l'aboutissement bien sûr, de réaliser
tous nos rêves. Mais étape par étape, il ne faut pas rêver. On a de grands groupements, on a des petits groupements, on a une forte population et tout le monde nous regarde. Donc on s'est dit, commençons par ce qui est réalisable. J'ai causé avec l'exécutif de notre entité, le secrétaire et le comptable. On a fait des réunions avec tous les notables de la chefferie et on a adopté pour les étapes que nous suivons, pour l'épaule et comme on dit. Mais le plus grand, la clé la plus grande, outre l'université, ça va être l'agropastoral. Les mines finiront un jour. Mais quand on va faire les séminaires, qu'on va envoyer les délégations des jeunes gens au Bénin pour les séminaires, être formés en agronomie, et d'autres à Kamina, et puis les tracteurs vont arriver, les bulldozers et tous les engins, ça c'est le vrai développement. Ça c'est pour la saison prochaine. Nous avons assisté aussi après la distribution des véhicules, nous sommes allés sur un parc solaire, très innovant d'ailleurs, ça ne se passe pas encore dans le pays. Vous avez décidé carrément de le faire ici, pourquoi? Eh bien, c'est la capitale de notre chefferie, donc il y a 3 axes. On commence par Bunkea. Le deuxième, ce sera chez Mutobo, dans le groupement Mutobo, qui va prendre aussi le groupement Kalonga et Mwendam Kose. Et le troisième chez Mugabe Kazadi. Donc, on commence par Bunkea, mais nous avançons dès le mois de mars. Mais on pourrait vous dire, bon, Sa Majesté, pourquoi ne pas... Il y a des rivières ici, pourquoi ne pas avoir fait des barrages? Pourquoi est-ce que ce n'est pas trop cher de faire le voltaïque avec le soleil? Ok, c'est le contraire. Le barrage est beaucoup plus cher. D'après les études que nous avons, et le voltaïque, le niveau avec lequel on va utiliser et consommer localement est beaucoup moins cher. D'après nos services, les études faites. Alors, vous avez cité aussi le cimetière royal. Oui. Bunkea devra, d'une certaine manière, faire partie de notre patrimoine culturel. Ce cimetière, bon, il n'est pas totalement réhabilité. Oui. Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, ça fait quand même 20 ans que vous êtes là, en Sa Majesté. Je ne veux pas vous faire la polémique. Non, vous avez tout à fait raison. Mais ça ne fait que 2 mois que nous avions des redevances minières. Même si nous écrivons depuis 18 ans ou plus de 15 ans. Alors on va essayer d'aller très vite pour que quand on viendrait l'année prochaine, que vous soyez satisfaits. On avance, mais au ralenti. On va s'y mettre, je vous promets. Dans les 20 années de votre règne ici à Bunkea, quelle est la plus grande chose, la plus grande joie que vous avez ressentie? On a souvent dans la gestion des mauvais souvenirs. Moi, je n'ai pas évoqué aujourd'hui des mauvais souvenirs. Je sais qu'il y en a, mais nous fêtons quelque chose aujourd'hui. Quelle est la plus grande joie, la plus grande réussite? Peut-être la découverte de la grandeur du Bugaraganza, ou du Garenganza comme on appelle. Parce que quand j'ai fait la grande tournée de notre chefferie, parce que chefferie c'est administratif, du royaume, donc jusqu'à Kitopi, du côté de Moba, Luena, là où il y a des baïques de Kibanda, chez le Mwami Muvumbi, revenir du côté de la frontière de Zambie et aller chez les Mukuni en Zambie et à Ojiji. Ça, c'était vraiment passionnant de retrouver nos frères qui ont les mêmes noms que nous, les mêmes coutumes que nous, les mêmes vêtements que nous. Ça fait grandement plaisir. Quand nous regardons la pénétration, l'entrée, sinon l'arrivée de Msiri et son royaume, il y avait la langue, les Yeke. Évidemment, avec les mixages des langues locales, nous avons l'impression quand même que cette langue est de plus en plus... et se perd. Absolument. Et qu'est-ce que vous faites pour que ces patrimoines culturels identitaires ne puissent disparaître un jour? Vous avez entièrement raison. Le problème peut-être est... Le monde évolue. Et nous aussi, nous sommes adaptés. Parce que même si nos pères étaient des Bayeke, nos mères étaient Basanga, Babemba, Baoshi, Baluba, Bakaonde et j'en passe. Donc c'est la mère qui dit à l'enfant quand il est petit, Kouya, Salaboye. C'est normal que l'enfant parle la langue de la mère d'abord. Oui, oui. Alors que la langue du père du qui c'était la langue de la cour, des ordres, la guerre, les missions. Mais aujourd'hui, on va se battre parce qu'on a encore quelques sages parmi nous pour garder la langue dans le cadre de l'université. Des après-midi, même moi-même, je vais m'y mettre parce qu'on a beaucoup perdu à prendre les cours de Kieke qu'on appelle le Shisumbo. Nous allons réhabiliter notre langue Yabankambo, comme on dit. Nous pouvons dire donc que les codes miniers a été une très bonne chose. Positif. Et que vous en êtes aujourd'hui la preuve vivante que c'était un combat qu'il fallait mener.
Donc le gouvernement avait raison de faire adopter ces codes. Absolument. Et nous sommes comme une chefferie pilote. Oui. Car dans notre chefferie, nous avons à peu près 5 grandes sociétés minières, dont l'une des plus grandes, la TFM, Tenke Fungume Mining. Par conséquent, nous bénéficions même si on aurait aimé que ce soit plus, nous bénéficions de quelques avantages qui nous permettent de réaliser ce qu'on veut réaliser grâce au nouveau code minier. C'est vraiment bénéfique. Nous profitons de cette présence sur ce site parce que quand je regarde vers le fond, je vois une montagne sacrée. Et comme il faut préserver l'histoire, et je voudrais quand même la retenir avec vous, si vous nous parlez un peu de cette montagne. Ah, un tout petit peu. Eh bien, c'est le mont Koulou. C'est la montagne sacrée de chez nous, là où résidait notre père fondateur, le Moami, qui est ici. Il est né sous le nom de Moukala, c'est son nom de naissance. Et dans la journée de sa naissance, vers Taboda là-bas, mi-journée, il y a eu l'éclipse solaire. Son père a rajouté le nom de Ngelengwa, parce qu'il est né sous un jour d'éclipse solaire, en disant que mon fils, quand il sera grand, il va éclipser tous ceux qui sont autour de lui et au-delà. Je crois qu'il avait peut-être raison. Le Kalassa Mazouedi, notre ancêtre, fils de Mourémois, donc de la dynastie, était de l'autre côté du lac. Il n'y avait pas encore de Zaïre, ni de Congo, ni de Katanga. À l'époque, qu'on commerçait va-et-va. Il y avait des royaumes précoloniaux. Des royaumes, voilà, précoloniaux. Et alors, quand il est devenu plus grand, avec les conquêtes faites, surtout en pacifiant le Katanga, il est venu commercer, comme son père le faisait avant lui, mais surtout pour aider ses pères qui étaient alliés à son père, tels que Pandé, des Basanga. Oloapula, ils avaient des bonnes relations. Il y avait Nandoubessa, quand on traversait le Loapula, de l'autre côté de chez Kazembe, du Loapula. Il y avait Sompoué. Et surtout, il est resté très longtemps chez Katanga, là où, chez le boulot pour Katanga, là où nous étions des frères, mariage, etc. Au point qu'à chaque fois, il défendait les autres, quand il se battait pour eux, on lui donnait non seulement des filles comme alliance de mariage, mais aussi des terres. D'où il s'est retrouvé dans la difficulté de repartir chez lui. Parce qu'il avait, des possessions. Voilà, des possessions et des épouses, des enfants naissaient. Et voilà comment le Bougalaganza a commencé, ou le Bouyeki, comme on dit aujourd'hui. Mais en changeant de capitale, comme il changeait, il en a eu 7, d'autres disent même 10, il avait un problème de surpopulation. Comme il était pacificateur, beaucoup venaient autour de lui pour demander sa protection. Et il était submergé. Comment les nourrir, comment les protéger. Puis il envoie des délégués voir Katumbwe, ici à côté, pour demander justement des terres fertiles. Et finalement, c'est ici qu'il a choisi pour s'installer, la vallée de Boitobongo. Mais la montagne là, il y en avait deux, celle-ci et Kimpata, avait une signification un peu plus mystique qu'autre chose. Voilà pourquoi lui, il a pris celle-ci, et sa première épouse, il l'a mise à Kimpata pour leur grande cérémonie de l'époque. Ça, c'est plutôt coutumier. Oui. Évidemment, c'est aussi ça qui fait la force des peuples, parce que les peuples qui sont attachés à leur culture comprennent la force de leurs ancêtres. Alors, évidemment, quand vous regardez aujourd'hui avec la vision stratégique, vous vous rendez compte qu'il avait, c'est comme s'il avait fait les études stratégiques, parce que c'est une vallée facile à protéger ici. Absolument. Et difficile à conquérir. À attaquer, voilà. Oui. Non, le fait qu'il ait beaucoup voyagé. Quand il était jeune, lui et son grand frère, le Mwanangwa Dikoku, ils avaient un système, vous voyez à l'époque, quand le fils a 15, 17 ans, on le lâche dans la vie. D'abord, il grandit chez un de ses oncles ou ses pères, et puis on le lâche. Alors, l'un allait plus à la côte, vers Dar es Salaam, à la côte atlantique, l'océan Indien, mais lui, Ngelengwa, Moukala, avait des plus vers l'intérieur. D'où il a compris beaucoup de choses. Il est allé aussi vers lac Victoria, au Bouganda, et puis chez Riwanika, en Zambie. Il a été aussi en Zambie, où il a appris que, tiens, pour se protéger, pour se défendre, il faut ceci, cela. En étant adolescent, il a beaucoup évolué dans ce sens-là. Voilà pourquoi il a choisi un endroit où les collines, où habitaient souvent des rennes, et beaucoup de gardes pour les protéger, et surtout voir au loin si des ennemis s'approchent. Arriver. Oui. Absolument. Évidemment, on ne peut pas parler de cela sans évoquer la
la tragédie de sa disparition. Le 20 décembre. Le 20 décembre, 1891. voilà, une tragédie qui reste encore marquée l'imaginaire de notre pays. Aujourd'hui, vous êtes successeur de Moussiri, donc vraiment descendant direct de ces grands hommes. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est en train de vouloir se déterminer par rapport aux grands défis que le monde attend de nous. Absolument. Que peut-on apprendre de Moussiri qui peut servir à toutes les autorités de notre pays par rapport au pouvoir et à la gouvernance? Énormément, énormément. Parce qu'en effet, quand on s'assied entre nous avec mes frères, les grands notables, les grands princes, particulièrement les 4, parce que j'ai 4 grands princes autour de moi, dont l'un se trouve là, le Mwanangu Antalacha, il y a le Mwanangu Adiguku, Mwanangu Songolo et Mwanangu Kikonkuluka. Nous savons ce qu'il a fait, Moussiri, non seulement pour nous, sa famille, pour le Katanga, le Ngarengaze de l'époque, et pour l'Afrique tout entière. Nous, en famille, on l'appelle, c'est notre premier héros, naturellement, parce que c'est notre ancêtre. Mais nous attendons aussi le temps que la République le reconnaisse comme héros, mort en 1891 pour la dignité de ce pays. Et nous observons avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se passe à Kinshasa actuellement. Beaucoup d'intérêt. Nous, dans la famille, on se sent lié à tout ce qui se passe. Et la question revient, comme au premier jour, le 20 décembre 1991, les richesses du Katanga en jeu de la République. Des disputes, des conflits, problèmes de visa, problèmes de ceci, souveraineté, les Occidentaux répondent. L'Union européenne se fâche, nous aussi on répond, mais les enjeux, c'est les mines du Katanga. Rien d'autre, hein. Quand vous suivez de près, et d'ailleurs d'un côté c'est pas bon parce qu'il faut armer l'Amiba, et les autres provinces aussi parce qu'il y a un déséquilibre. Mais pour l'instant, avec le prix du cobalt en Chine et ailleurs, le prix du lithium, le prix de tous ces produits, la cuivre, font que l'enjeu dans ce pays, c'est le Katanga. Et on se bat avec l'extérieur, ou en tout cas il y a des tensions, c'est lié, comme en 1891, aux richesses qui se trouvent dans ce sous-sol, et dont beaucoup se trouvent dans notre chefferie, heureusement ou malheureusement. Et d'ailleurs, pour évoquer l'année que vous venez de citer, pour peut-être ceux qui ne connaissent pas, 1891, c'est la rencontre fatidique entre le grand chef Moussiri et la Belgique, parce que la Belgique envoie des émissaires pour qu'ils puissent signer quoi exactement? Eh bien la soumission. La soumission au royaume de Belgique, et il refusa catégoriquement. Et d'abord il dit, pour gagner un peu de temps, en disant j'attends mes frères et mes fils qui étaient en guerre ailleurs. Mais en fait il ne voulait pas, puisque le soir même, le 19, il fait une très grande soirée sur la montagne, sur le mont Koulou. Il distribue beaucoup de tissus blancs et des tissus rouges, rien qu'à son fils, mais tout le monde avait des tissus blancs, parce que notre ancêtre avait compris que c'était fini. Il fallait avancer, d'une manière ou d'une autre. Et dans ces songes, c'était des sages de l'époque, hein, c'était notre génération. Dans ces songes, il savait que le vent n'était pas bon, le vent qui venait. Mais il avait décidé qu'il valait mieux mourir dans la dignité que de vivre dans l'esclavage. Et ça, c'est il y a 200 ans passé. Absolument. Un grand personnage d'une si grande valeur. Comment le pays n'a pas été impacté? Comment faire pour que l'expérience de Moussiri, autant que celle peut-être d'autres grands chefs, puisse être enseignée, puisse être inspirée? Comment faire? Très facile. La phase coloniale nous a paupérisés, nous a réduits, nous a amenuisés. Avec un plan, bien sûr, derrière la tête. La phase de première et deuxième république, ça a été un peu une période, on se recherchait. Avec beaucoup de djalelo et divers, on donnait plus le poids. Mais on nous copiait, hein, avec les toques et les cannes. On copie les coutumiers. Mais on les garde toujours palétines, hein, en bas, kunanase. Mais il y a eu quand même des avancées. Et cette loi qu'on nous a donnée, hein, la dernière loi, signée par le chef de l'État, Joseph Kabila, nous donne beaucoup de poids et de pouvoir. Mais malgré tout, dans l'histoire, la place des hommes comme Moussiri, il faut qu'on la fasse nous-mêmes, nous ses descendants, à travers des choses comme l'université, dans des livres, des séminaires, des symposiums, et j'en passe. Il y a quelques mois à Kinshasa, je crois même 2 ans, vous avez été désigné chairman du Forum des rois africains, ce qui était un grand honneur pour notre République et surtout pour l'histoire du Congo. Qu'est-ce que pouvez-vous dire de votre mandat à la tête de ce forum? Pas facile.
Merci pour la question. Parce que très vite, on s'est buté à un problème diplomatico-politique. Le cofondateur ou l'initiateur de ce forum, c'était le leader Kadhafi, qui a été, comme vous connaissez, voilà, renversé brutalement par les Occidentaux, etc. Alors on se recherchait. Tous les autres rois et chefs du forum, des bandades. Ils ont eu très peur que dans leur pays, et en peur de l'Occident, ils allaient avoir des problèmes. Vu les contacts que j'avais avec le chef de l'État et les relations avec le gouvernement, on s'est dit, bon, les autres nous demandent de persévérer, je laisse tomber ou on avance? Et parce qu'à l'époque de Kadhafi, je n'étais que chargé des relations extérieures. Vu que je suis bilingue, c'est moi qui regardais les relations entre l'Afrique, les rois, et l'Union européenne et l'Union africaine. Mais, comme il y avait un vide, les rois nous ont désignés pour assumer ce rôle-là de chairman. Et mon mandat finit en fin d'année. Donc on va voir comment... Ça sera probablement le Ghanéen, le vice-chairman. Vous l'avez vu aussi quand il est venu à Kinshasa. Ici, à Bunki aussi, il est venu. C'est lui qui va assumer ce rôle. Mais on a connu une période assez mouvementée. Heureusement que nous avons des partenaires. Notre ambassadeur en Union européenne, c'est M. Romano Prodi, ancien Premier ministre italien et président du Conseil européen. Et il nous assiste beaucoup en termes de conseils et des relations de lobbying extérieur. Et à l'Union africaine aussi, nous avons des représentants, des anciens chefs d'État avec qui on collabore. Donc le forum est là, mais ce n'est pas comme c'était sous l'époque de Kadhafi. C'est différent. Et là, à Milan, on a une grande réunion à Milan au mois de mai, où je vais faire un discours concernant justement le développement de l'Afrique et le partenariat extérieur. Dans notre pays, vous l'avez déjà souligné un peu, vous avez dit qu'à l'époque de la Deuxième République, le folklore a quand même dénaturé les pouvoirs coutumiers et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs qu'on appelle chefs traditionnels paraissent presque comme des charlatans. Donc, au point que le respect qu'on leur doit est à rechercher finalement dans autre chose que dans leurs propres actions. Quel est ce que vous avez fait? Parce que vous êtes aussi le président de l'Association nationale des chefs traditionnels. Exact. Alors, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir un peu nettoyer les écuries? Nettoyer les écuries. Non, il est vrai qu'en ma qualité de président national de l'ANATC, qui est l'Alliance des chefs coutumiers de la République, nous faisons tout notre effort pour amener la dignité au sein des chefs. Mais malheureusement, on a 3 catégories de chefs. Vous avez des chefs de chefferie, je dirais même 4. Vous avez des chefs de chefferie, des chefs de groupement et des chefs de localité et de terre. Mais il y a aussi des chefs historiques des dynasties ou des tribus ou des ethnies, comme le Moitiave, comme le Kabaré, comme le Nimi de Akuba, comme nous-mêmes, en tant que chefs d'ethnie. Nous, on a une approche autre, puisque nous sommes assis bien avant l'arrivée du pouvoir colonial. Les autres ont été créés, surtout vers Kinshasa et autres. Il y a une multitude de groupements, il n'y a aucune chefferie ou pas, il n'y a que des secteurs et on les a, ils sont mélangés, il y a une hétérogénéité orchestrée depuis le pouvoir colonial. Alors cette paupérisation des chefs coutumiers, surtout d'autres par le manque des études, ils n'ont pas été formés tous, ils sont limités, et l'ingérence politico-administrative, il faut aussi considérer cela, car avant chaque élection, chaque député ou futur député ou ex-ministre veut créer son chef coutumier, il veut lui promettre une grande entité, mais il faut me soutenir. Et quand tu seras coopté, je vais être sénateur. Bref, on se fait aussi manipuler, nous les coutumiers. Alors, ce que nous voyons à Kinshasa, c'est pathétique. C'est pathétique. Ils se circulent partout, en rouge, très souvent. Ils boivent en public, ils dansent en public. Mais suivez bien la dynastie, elle a commencé peut-être il y a 30 ans, 20 ans, ou moins de 50 ans. Donc tout est venu surtout après, et les morcellements que la Deuxième République a pu faire, a créé des petits chefs. Et maintenant, ceux qui veulent maintenant négocier avec une chèvre au niveau de l'administration, se retrouvent avec un arrêté, à Kin, mais son frère chef ou son père se trouve à la chefferie, donc dans l'entité coutumière. Et ça crée un désordre à Kin. Ils viennent me voir des fois. Je donne des billets d'avion pour qu'ils rentrent chez eux. Mais le mois prochain, ils sont toujours à Kinshasa. C'est pathétique. Sur ce point-là, on n'a pas pu réussir à les... il y a trop d'ingérence politico-administrative. Il y en a trop.
Une question, Sa Majesté, à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Les chefs traditionnels ont encore un vrai pouvoir. Le pouvoir traditionnel existe-t-il, le vrai pouvoir? Quand je parle de pouvoir, pas seulement le pouvoir de diriger, mais le pouvoir vrai, le pouvoir traditionnel, le pouvoir que symbolise les attributs du pouvoir. Est-ce que ce pouvoir est-il encore entre nos mains? Ce pouvoir-là, pour nous qui sommes des dirigeants des ethnies précoloniaux, nous l'avons toujours. Mais ce pouvoir-là, nous ne l'avons jamais gardé, nous, en tant qu'individus. Non, jamais. On a à la cour, chacun son rôle. Même les Bagori avaient leur rôle, ou les reines avaient leur rôle, et il y en avait une qui avait tel pouvoir. Il y a les Batoni, les gardiens, comme messagers du roi. Où il y avait le Moufoumou. Ils ont gardé de père en fils, depuis 200, 300, autant d'années, notre pouvoir, nos secrets à nous. C'est le devin, c'est notre devin. On a ce pouvoir-là. Vous l'avez ça chez nous et chez les autres chefs des ethnies, comme je les ai cités tout à l'heure, que ce soit chez les Bazande, chez les Lunde et autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans notre système ancien, même moi aussi je me plaignais un peu, surtout quand je venais de Boston. Vous êtes malade, je suis docteur, je vous vois malade. Aussi longtemps que vous n'avez pas demandé que je vous soigne et que vous ne reconnaissez pas mes valeurs de médecin, je vous regarde. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous qui avez le pouvoir politique dans les villes, dans les parlements et autres, vous vous dites que vous avez le pouvoir. Vous comprenez? Vous êtes bien, vous avez le pouvoir. Nous, on vous observe les bras croisés. Le chaos est total. On observe. Vous ne venez pas nous consulter. Moi, je suis médecin. Viens me voir. On va se voir entre nous, les vieilles dynasties, à minuit. On dit, il y a tel problème, comment on peut résoudre? Et on vous aide, pour vous, pour la population. Mais malheureusement, un peu d'arrogance, un peu d'assurance, l'argent, l'apparence du pouvoir que l'Occident nous a légué est plus important pour vous qui êtes en ville que pour nous qui sommes dans les entités où il faut venir me demander Baba, Nifouanidje. Je ne sais pas si je vais trop vite en Swahili, ce qui veut dire Papa, que puis-je faire? On n'a besoin de rien. C'est de cette phrase-là que ça nous suffit. Qui déclenche tout, et moi je vais me lever, je vais dire toi, Moussiri, fils de telle personne a tel problème, par rapport au pays, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et je consulte le roi des Azande, le roi des Bashi, le Mouat des Lunda et tous les autres. On a notre réseau. Mais tant qu'on n'a pas toqué à notre porte, on garde les bras croisés, on vous regarde. Merci beaucoup, Sa Majesté. Nous allons vous demander un dernier mot pour cette chefferie de Bayeke, cette chefferie à Bunkeya, que vous dirigez avec un main de fer, mais en même temps un cœur d'or, parce que c'est pour la population. D'ailleurs, nous sommes ici, on dirait que nous sommes déjà au centre-ville. Nous sommes... Ce n'est pas le village d'antan, parce qu'au village, à cette heure-ci, les gens dorment, mais ici, c'est la lumière. Alors, le dernier mot pour clôturer cette interview que j'ai eu le plaisir vraiment de réaliser avec vous. Non, ben, très simple. Bonawili Kalengai. Quand j'étais étudiant à Boston, Massachusetts, dans les mois d'hiver, quand on nous disait à la météo, moins autant de degrés, 5, 10, 30 degrés, il faisait très froid là-bas. On nous dit même n'allez pas à l'école demain parce que la neige arrive au niveau des genoux. Attendez 2 jours. Il m'arrivait de m'asseoir, de faire un plan, c'était pour mon père au départ. Comment reconstruire le Bougaraganza? Comment rebâtir ce que nous étions et avec qui? Mais je me butais toujours au mot, quel moyen? Il n'y avait pas de moyen. Mon père nous quitte, le Mwami, Moussiri, Godefroy Chombeka, Mounongo, connu sous le nom de Kifouaki à l'époque. Il nous quitte en 92. Mon frère devient Mwami, Christian Mouemera. Le même cahier que j'avais, je l'ai toujours, le cahier de Boston, je l'ai. Il est en Californie chez mon frère. Je fais le plan. Identique, le problème était le même. Comment faire sans moyens rebâtir ce qu'on doit rebâtir? 5 ans après, mon frère aîné nous quitte. Maintenant, les notables me piègent, dans le bon sens, ce n'est pas négatif. Ils me tirent en disant, tu as fini tes études, marie-toi vite, mais tu deviens notre père, passe devant nous. Eh bien, j'ai repris le petit cahier de
l'époque universitaire. 20 ans, comment faire les moyens. Beaucoup de relations, beaucoup de contacts. Les Kadhafi, les Banda, tous ces chefs d'État, les Zouma, on les connaît. On s'appelle, on a des relations, même ceux qui ne sont plus là, leur famille. Pour vous dire, quand je dis les Kadhafi, ce n'est pas Kadhafi qui m'a donné ça, le leader. C'est Hamad, son petit frère, l'année passée. On se voit une fois par an au Caire, hein, il vit au Caire. Donc on a gardé des bonnes relations. Mais les moyens pour faire ce qu'on doit, ou ce qu'on est supposé faire, et ce qu'on aimerait faire. Voilà qu'avec ce code minier pour atterrir, on se retrouve avec... On aurait aimé avoir plus, comme tout le monde, mais avec ce qu'on a, et surtout l'intelligence des chefs de groupement, comme le Mohamed Kalonga qui est là, et l'équipe que j'ai, l'exécutif de la chefferie, on est en mesure maintenant de quitter le niveau des rêves, des petits projets d'étudiants là, en hiver de l'autre côté. Maintenant, l'eau potable, l'électricité, les universités, et j'en passe. Hein, vraiment, surtout l'agro-pastorale, comme j'ai dit, on va aller dans les groupements très rapidement pour leur donner la force. Et voilà que vraiment Dieu nous a aidés. D'où pour nous, cette loi est propice, tombe à pic, et nous la soutenons totalement et mordicus. Voilà comment je peux atterrir. Merci beaucoup, Sa Majesté. Merci aussi à vous, amis téléspectateurs. Nous avons commencé avec le soleil couchant. Nous venons de terminer vraiment ici à Bunkeya, où nous avons reçu Sa Majesté Godefroid Munongo Mwinda Bantu, qui est le chef ici à Bunkeya, mais en même temps le guide du peuple Yéké dans notre pays. La sagesse voudrait que nous puissions vous remercier de nous avoir suivis, mais aussi surtout de préserver ce que nous avons reçu de nos pères fondateurs, nos ancêtres. Que chacun regarde dans son royaume, parce que personne n'était sans royaume, et que nous puissions préserver nos rois. Au revoir et à la prochaine.